Au début de cette histoire, un garçon lit un livre sur un sorcier qui affronte un roi démon. Pendant sa lecture, une jeune fille blonde écoute l'histoire à côté de lui. Après avoir fini sa lecture, le garçon admire le courage du sorcier qui défie le méchant et souhaite un jour devenir lui aussi un sorcier de la justice. Des années plus tard, dans l'Empire Alzano, une jeune fille nommée Rumia se trouve sur un trottoir lorsqu'elle aperçoit un homme blessé au doigt. Elle s'approche de lui et lui demande la permission de le soigner. Après avoir utilisé sa magie pour soigner la blessure, l'homme loue ses talents. Rumia lui demande de ne rien dire à personne, car l'usage de la magie en dehors de l'académie est interdit. Peu après, son amie Sistine arrive en lui faisant un signe de la main joyeux, et tous deux se dirigent ensemble vers l'école. En chemin, Sistine mentionne que le vieux professeur Ruei a soudainement démissionné, et Rumia annonce qu'un remplaçant assurera le cours ce jour-là. Pendant qu'ils discutent, un jeune homme accourt, complètement échevelé. Le voyant approcher, Sistine utilisa la force du vent et le projeta dans les airs, le faisant tomber dans la fontaine de la place. Pensant avoir exagéré, il sortit de l'eau avec un sourire niais et leur dit de ne pas se promener dans les endroits bondés. Rumia demanda à Sistine de s'excuser de l'avoir frappé. Après s'être excusé, le garçon, convaincu, affirma que c'était de leur faute. Il s'approcha de Rumia et commença à regarder son corps et ses cheveux, ce qui mit Sistine en colère et le jeta dans la fontaine avant de partir avec son ami. Pendant ce temps, le professeur Harry se disputait avec le directeur dans le bureau administratif. Il était outré par le retard du nouveau professeur remplaçant et trouvait absurde qu'une personne sans antécédent connu soit embauchée pour enseigner. Au même moment, Sistine et Rumia étaient déjà dans la classe, attendant. Sistine remarqua que le nouveau professeur avait plus d'une demi-heure de retard. Lorsqu'il entra enfin, tous deux furent stupéfaits de constater qu'il s'agissait du même jeune homme de la place. Il fit semblant de ne pas les connaître et se présenta comme étant Glenn Ried, le nouveau professeur. Glenn commença à parler de ses loisirs et de ses talents, jusqu'à ce que Sistine l'interrompe et lui demande de commencer le cours. Pendant ce temps, le directeur lut le dossier du nouveau professeur et expliqua à Harry que Glenn avait été recommandé par des maîtres de magie expérimentés, bien qu'il ne fût considéré que comme un sorcier médiocre de 3e ordre. Harry trouva cela inacceptable et doutait que Glenn puisse enseigner à des élèves aussi talentueux. En classe, Glenn écrivit au tableau que le cours serait libre et s'endormit sur la table. Sistine, furieuse, lui jeta un livre. Harry fut encore plus outré d'apprendre que Glenn n'avait même pas le droit d'enseigner. Le directeur révéla qu'il avait étudié à l'académie jusqu'à l'âge de 15 ans. Celica, une jeune fille blonde, entra dans la salle à ce moment-là et interrompit la discussion, déclarant qu'elle n'accepterait pas que quelqu'un dise du mal de Glenn et menaça d'utiliser ses pouvoirs. Harry partit s'excuser, et Celica déclara qu'elle assumerait l'entière responsabilité de Glenn, affirmant qu'elle souhaitait seulement qu'il ait une vie épanouie. De retour en classe, Glenn commença à enseigner sous la contrainte après avoir été battu par Sistine. Les élèves trouvèrent son attitude détendue étrange. Sistine ne comprenait pas son écriture au tableau et trouvait absurde qu'il soit professeur. Lorsqu'un élève lui demanda de traduire un sort en langage courant, il répondit qu'il ne savait pas comment faire et lui dit de chercher elle-même. Sistine répondit qu'il était de sa responsabilité de trouver la réponse et de l'apporter au cours suivant. Glenn demanda s'il ne serait pas plus rapide pour l'élève de chercher elle-même, puis quitta la salle dès que la cloche sonna, laissant les élèves perplexes. Plus tard, Sistine fut outrée par son comportement. Rumia mentionna que le prochain cours aurait lieu au laboratoire de chimie. Soudain, Glenn entra par erreur dans le vestiaire des filles, pensant qu'il s'agissait du bureau du directeur. Lorsqu'il réalisa son erreur, il ferma les yeux et tenta de se justifier avant d'être frappé par les filles. Il leva même volontairement les yeux avant d'être frappé, prétextant qu'il était injuste d'être puni pour un accident. Après cela, Sistine resta assise seule à regarder le ciel, frustré par l'annulation du cours de chimie. Rumia s'approcha avec son déjeuner et lui demanda si son désir d'étudier était lié à une promesse faite à son grand-père concernant la découverte des secrets de la forteresse céleste Melgaleux. Glenn apparut et s'assit à table avec eux. Sistine choisit de garder le silence pendant que Rumia parlait de nourriture avec Glenn. Rumia demanda si ce que Sistine mangeait avait un rapport avec sa promesse à son grand-père. Sistine répondit qu'elle mangeait peu pour ne pas s'endormir, mais que comme son prochain cours aurait lieu avec Glenn, cela ne la dérangerait pas de manger davantage. Glenn lui demanda d'être direct si elle voulait dire quelque chose. Sistine se leva, et avant qu'elle puisse parler, Glenn lui offrit un morceau de son assiette. Elle était gênée. Avant qu'elle puisse répondre, il prit quelque chose dans son assiette. Sistine devint furieuse et lui demanda s'il se prenait vraiment pour un professeur. Glenn répondit que ce n'était que temporaire. À cet instant, Celica se souvint du jour où elle avait proposé à Glenn le poste de professeur intérimaire à l'académie de magie Zonum jusqu'à ce qu'ils en trouvent un autre. Glenn refusa, prétextant qu'il n'était pas capable d'enseigner. Celica rétorqua qu'il n'avait aucun droit de refuser et menaça d'utiliser la magie contre lui. Glenn s'agenouilla et lui demanda de reconsidérer sa décision. Elle l'attaqua d'une gerbe de feu, qu'il parvint à esquiver de justesse. Au cours suivant, Glenn recommença à dire aux élèves d'étudier seul et se rendormit. Sistine se leva et dit qu'elle était issue d'une noble famille de magiciens et qu'elle pouvait le renvoyer. Glenn lui demanda de le faire pour de bon,
heureux de pouvoir se débarrasser de ce poste. Sistine, choquée, lui lança le gant, le défiant en duel magique. Rumia, surprise, lui demanda de s'excuser, sous les acclamations des autres élèves. Glenn demanda à Sistine ce qu'elle attendait de ce duel. Elle répondit qu'elle souhaitait qu'il se comporte comme un véritable professeur. Glenn répondit que s'il gagnait, elle devrait accéder à toutes ses demandes. En regardant Sistine, Glenn se souvint d'une femme qu'il avait rencontrée autrefois et qui avait les mêmes caractéristiques physiques qu'elle. Glenn ramassa le gant par terre et déclara accepter le défi. Tard dans l'après-midi, après les cours, Glenn se tenait dans la cour de l'académie devant Sistine, sous le regard attentif de ses camarades. Glenn expliqua les règles du duel, précisant que seul le sort d'onde de choc pouvait être utilisé, et Sistine accepta la condition. Certains élèves pensèrent qu'il ne le prenait pas au sérieux, mais d'autres expliquèrent que ce sort était universel, utilisable en toute situation et faisait partie des fondements primitifs que tout magicien apprend. La victoire reviendrait à celui qui parviendrait à résumer l'invocation du sort en une seule ligne et à la réciter rapidement. Sixtine était un peu nerveuse, mais elle s'efforça de garder son calme et décida qu'elle ne laisserait pas Glenn continuer à faire ce qu'il voulait. Elle attaqua la première avec le sort et, à la surprise générale, toucha Glenn avec facilité. Il n'esquiva même pas et fut vaincu en moins de 5 secondes. Sistine était confuse, pensant avoir mal compris les règles, mais Glenn se leva et annonça qu'il la laisserait gagner le premier round, car ce serait un match au meilleur des 3 manches. Lorsque Glenn tenta de contre-attaquer avec le même sort, Sistine le frappa à nouveau avant qu'il ne puisse terminer l'invocation. Glenn changea alors d'avis et annonça que ce serait un match au meilleur des 5 manches. Glenn tenta de la distraire pour gagner du temps et terminer le sort, mais Sistine le frappa à nouveau. Elle conclut qu'il ne pourrait probablement pas réciter le sort en une seule ligne. Glenn répondit que réduire l'invocation était une hérésie, niant avoir dit cela car il en était incapable. Sistine déclara avoir gagné et exigea qu'il respecte son accord. Glenn refusa, affirmant n'avoir jamais rien promis. Sistine et Rumia furent surprises par la rupture de la promesse. Glenn dit qu'il la laisserait faire et qu'il considérerait la victoire comme serrée pour elle, mais l'assura qu'elle ne gagnerait pas la prochaine fois. Après cela, il quitta la cour sous la stupeur générale, et Sistine était à la fois frustrée et en colère. Quelques jours plus tard, Sistine exprima son mécontentement envers Glenn pour avoir rompu l'accord de duel et persisté dans sa paresse. Lorsque l'étudiante Lynn s'approcha pour lui poser une question sur un sort, Sistine l'interrompit et lui demanda de ne rien lui demander, car il ne comprenait ni la valeur ni la grandeur de la magie. Sistine proposa d'expliquer la partie qu'elle n'avait pas comprise. Glenn, indifférent, demanda si la magie était vraiment si importante. Sistine répondit sarcastiquement et expliqua que la magie est, par essence, l'étude des lois du monde. Elle affirma que la magie révèle l'origine, la structure et les règles qui régissent le monde, et tente de comprendre pourquoi les humains existent. Glenn s'interrogea sur les avantages pratiques de l'étude des lois du monde et que d'autres domaines, comme la médecine, l'ingénierie et l'agriculture, semblaient plus utiles à l'humanité. Sixtine était très en colère, mais s'efforçait de garder son sang-froid et affirmait que la magie n'était pas seulement utile à des fins pratiques, mais aussi pour découvrir la vérité sur le monde et sur les gens. Glenn s'approcha et dit que la magie était extrêmement utile pour tuer, et que rien n'était plus efficace en ce sens. Sistine fut profondément bouleversée par cette vision déformée et agressive. N'en pouvant plus, elle s'approcha de Glenn et le gifla devant la classe avant de quitter la salle en larmes. Glenn resta seul, réfléchissant à ce qui rendait la magie si spéciale. Il décida de quitter son emploi et alla voir Celica pour s'excuser et la convaincre de le relever de ses fonctions. En chemin, il aperçut Rumia dans le laboratoire, en train de former un cercle magique sur le sol. Elle expliqua qu'elle voulait réviser la création de cercles magiques. Glenn lui dit qu'elle devait utiliser du mercure. Il prit une fiole et versa le liquide autour du cercle. Puis il lui demanda d'essayer d'activer le cercle sans utiliser d'incantation sténographique. Rumia réussit à activer le cercle, et Glenn, voyant sa réaction ravie, s'exclama que n'importe qui pouvait y parvenir. Il se souvint de son enfance, lui aussi émerveillé par la magie. En quittant le laboratoire, Rumia lui demanda s'il avait apprécié l'expérience, et il répondit qu'il détestait la magie. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait avant de devenir professeur, Glenn répondit qu'il était un perdant solitaire qui dépendait de Celica depuis 1 an. Lorsque Rumia tenta d'en savoir plus sur son passé, il changea de sujet et lui demanda pourquoi elle s'intéressait tant à la magie. Rumia répondit qu'elle souhaitait que la magie soit utile à l'humanité et qu'elle se sentait redevable au magicien de justice, qui lui avait sauvé la vie 3 ans plus tôt, alors que des sorciers maléfiques avaient failli la tuer. Les actions du héros l'avaient inspiré à apprendre la magie. Glenn faillit lui poser une question, mais se ravisa et continua son chemin. Avant de se dire au revoir, Rumia lui demanda de s'excuser auprès de Sistine pour ses paroles blessantes, car elle ressentait encore un lien avec son grand-père par la magie. Pendant ce temps, Sistine était dans sa chambre, se remémorant les derniers instants passés avec son grand-père avant sa mort. Elle repensa à son souhait d'atteindre le château céleste avant de mourir, et à la promesse qu'il avait faite de devenir sorcier et de réaliser le rêve qu'il n'avait pas réalisé. Le lendemain, Glenn surprit la classe,
comprit Sistine, en s'inclinant devant elle et en s'excusant pour ses propos sur la magie. Il admit avoir exagéré, même s'il détestait toujours la magie. Avant le début du cours, il dit aux élèves qu'ils étaient tous des imbéciles, car ils étaient entrés à l'académie sans rien connaître à la magie. Un élève se moqua de Glenn, le traitant de sorcier de 3e ordre, incapable de lancer un sort aussi simple qu'onde de choc. Glenn décida de s'expliquer. Il récita le sort dans sa version longue, puis l'écrivit au tableau. Il demanda ensuite ce qui se passerait si le sort était divisé en 4 parties au lieu de 3. Glenn expliqua que le sort changerait de direction et le prouva par une démonstration. Les élèves furent stupéfaits de voir la décharge électrique tourner latéralement. Il poursuivit son explication, montrant ce qui se passait lorsque le sort était récité de différentes manières, et indiqua que les élèves devaient maîtriser ces variations pour véritablement apprendre la magie. Glenn affirma que la magie était, en réalité, une étude de l'esprit humain et une forme avancée d'auto-induction. Il regarda Sistine et lui dit qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard. Son visage devint rouge de gêne. Glenn expliqua alors aux élèves que les mots ont un effet sur l'esprit, chacun à sa manière. Sistine, irrité qu'il les prise comme exemple, le frappa à la tête avec un livre. Néanmoins, Glenn poursuivit son explication et démontra qu'il pouvait activer le sort avec le moins de chances possible. Il expliqua que la magie façonne le subconscient selon les mots employés, et que les ouvrages de référence seuls ne suffiraient pas à celui qui voulait devenir un véritable sorcier. Glenn déclara qu'il enseignerait les véritables fondamentaux à quiconque le désirerait. Pendant ce temps, Celica était joyeusement dans le bureau du directeur, qui félicitait Glenn d'être devenu si populaire auprès des élèves que d'autres s'arrêtaient pour regarder ses cours. Harry était agacé, mais Celica affirma fièrement qu'elle avait enseigné à Glenn depuis le début. À la fin de la journée, Glenn leva les yeux au ciel et songea à son avenir d'enseignant. Celica s'approcha de lui, satisfaite de ses progrès, et lui demanda de donner des cours supplémentaires, car le cours était en retard à cause de lui. Rumia et Sistine l'interrompirent pour lui poser des questions sur le contenu. Glenn était fier de l'attention qu'il recevait, mais Sistine lui répondit qu'il était la dernière personne à qui elle voulait poser des questions. Plus tard, à la maison, Sistine admit que les explications de Glenn étaient étonnantes, mais qu'il restait une personne insupportable. Rumia se souvenait de l'époque où ils ne s'entendaient pas au début, mais où ils étaient désormais les meilleurs amis du monde. Elle disait croire que Sistine et Glenn finiraient par s'entendre. Cette même nuit, 2 hommes se trouvaient dans une ruelle et complotaient à propos d'un plan lié à l'académie. L'un d'eux annonça que le plan serait un succès lors de la réunion du lendemain. Le lendemain, Glenn courut désespérément à l'académie, en retard comme d'habitude, mais fut surpris de trouver la salle complètement vide. Sans voir ni élève ni professeur, Glenn aperçut une personne au fond et lui demanda de se montrer. L'homme loua son intelligence, bien qu'il fût un magicien de 3e ordre. Lorsque Glenn demanda qui il était, l'homme répondit que cela n'avait aucune importance, car il allait bientôt le tuer et l'emmener dans l'autre monde. Il lança alors une attaque magique contre Glenn, tandis que les élèves attendaient son arrivée en classe. Sistine songea à la popularité croissante de Glenn à l'académie, mais les élèves furent surpris lorsque 2 hommes mystérieux entrèrent dans la classe en disant qu'ils étaient là à la place de Glenn, qui serait occupé. Sistine les avertit que les étrangers n'étaient pas admis dans les locaux de l'académie. L'un des hommes utilisa un pouvoir magique contre elle, non pas dans l'intention de la frapper, mais pour la réduire au silence. Sistine fut choqué de réaliser qu'il avait utilisé une magie de niveau militaire. Peu après, il annonça qu'il recherchait Rumia, qui resta silencieuse, effrayée. L'homme s'avança alors parmi les étudiants, demandant où se trouvait Rumia. Sistine intervint et leur demanda ce qu'il comptait faire d'elle. L'homme la traita de rapporteuse, et alors qu'il s'apprêtait à l'attaquer à nouveau, Rumia se révéla. L'homme s'approcha alors de Rumia en lui disant qu'il commencerait à éliminer des gens au hasard jusqu'à son apparition. Lorsqu'il exigea qu'elle les accompagne, Sistine tenta de l'en empêcher, mais Rumia lui répondit qu'elle était sûre que Glenn viendrait les sauver. L'homme répondit qu'il s'était déjà débarrassé de Glenn. Rumia demanda ce qu'il voulait d'elle, et l'homme répondit qu'elle ne devait pas être en vie, l'appelant Armiana, son vrai nom. L'un des intrus emmena Sistine dans un laboratoire, où il l'attacha, montrant ainsi ses mauvaises intentions. Sistine affirma qu'elle était issue d'une famille noble, mais il l'ignora et s'approcha d'elle, les mains liées. Sistine essaya de garder une posture ferme, mais lorsqu'il commença à la déshabiller, elle le supplia d'arrêter. À cet instant, tous deux furent surpris par l'entrée soudaine de Glenn dans le laboratoire. Voyant la scène, Glenn feignit la confusion et s'excusa, comme s'il interrompait une activité normale. Sixtine, cependant, demanda de l'aide. Glenn s'approcha alors et déclara que l'homme était en train de commettre un crime. L'intrus pointa Glenn du doigt, prêt à l'attaquer. Sixtine le supplia de s'enfuir, mais l'ennemi lui répondit qu'il était trop tard et lança un sort explosif. Glenn ne fut pas blessé, ce qui laissa l'attaquant perplexe. L'attaque fut répétée plusieurs fois, sans effet. Glenn sortit alors de sa poche un papier appelé Arcanum Trickster,
qui annulait toute magie dans sa zone d'effet, mais empêchait également Glenn d'utiliser la magie. L'attaquant demanda s'il comptait se battre sans magie. Glenn s'avança et le frappa d'un coup de poing puissant. L'ennemi tenta de riposter, mais Glenn le frappa jusqu'à ce qu'il soit immobile au sol, sous le regard surpris de Sixteen. L'attaquant demanda si Glenn avait également vaincu Karel. Glenn répondit qu'il avait laissé Karel ligoté et nu en pleine ville. L'intrus fut choqué de constater que quelqu'un comme Glenn avait gagné à coups de poing, sans magie. Glenn affirma alors qu'il pouvait utiliser une magie légendaire s'il détestait perdre son sort. Il fit semblant de lancer un coup de poing magique, mais trompa l'ennemi d'un coup de pied en l'air, affirmant que c'était cette ruse qui rendait son coup magique. Après avoir vaincu l'homme, Glenn le ligota et commença à l'interroger. Sixteen l'informa que l'autre intrus avait enlevé Rumia. Glenn remarqua une marque sur l'épaule du prisonnier et utilisa son bracelet pour invoquer Celica et lui raconter ce qui s'était passé. Il expliqua que l'intrus appartenait à l'organisation secrète des chercheurs de la sagesse divine, un groupe de magiciens maléfiques. Glenn demanda à Celica de solliciter le soutien du tribunal magique et d'enquêter pour savoir s'il y avait des complices parmi les professeurs de l'académie, car il était impossible que la sécurité magique ait été violée aussi facilement. Celica répondit que sa demande était difficile à faire. Glenn insista, affirmant que les élèves étaient en danger. Celica lui rappela qu'elle n'était plus qu'une simple enseignante et qu'elle n'avait aucune autorité pour agir directement. Glenn lui demanda de venir au plus vite. Celica soupçonnait les envahisseurs d'avoir détruit les circuits de téléportation de l'académie et lui demanda de rester en vie jusqu'à leur arrivée. Sixteen, inquiète pour Rumia, décida de la poursuivre sans attendre de l'aide, mais Glenn l'en empêcha, prétextant que cela mettrait sa vie en danger. Frustré, Sixteen lui répondit qu'il avait raison de dire que la magie était inutile, car Rumia risquait d'en mourir. Glenn tenta de la réconforter en lui disant que Rumia souhaitait apprendre la magie pour se rendre utile et qu'il ne la laisserait pas mourir, promettant de la sauver de ceux qui tentaient de l'enlever. Avant qu'il ne puisse continuer, l'envahisseur prisonnier se mit à rire de manière incontrôlable et traita Glenn de voleur d'âme, tout comme eux. Il affirma qu'il s'agissait d'une invocation du chef Rick. Bientôt, des squelettes s'approchèrent. L'un d'eux, à la surprise générale, attaqua l'envahisseur lui-même et le tua d'un seul coup d'épée. Sixteen renforça ses poings avec de la magie, et Glenn détruisit le squelette d'un coup de poing en pleine tête. Après cela, ils s'échappèrent du laboratoire. Glenn demanda à Sixteen d'exécuter la compétence « Tempête à grande échelle » pendant qu'il distrait les ennemis, menaçant de lui retirer sa note finale si elle ne l'exécutait pas comme il l'avait demandé. Glenn commença alors à attaquer les structures pour gagner du temps. Sixteen essaya de visualiser Glenn et Rumia comme des sources de pouvoir face aux ennemis, modelant cette image dans son subconscient pour former la magie. Une fois terminé, Glenn s'éloigna à une distance sûre. Sixteen lança l'attaque de la tempête, mais fut surprise de constater que les structures étaient toujours debout. Glenn la félicita et lui demanda de continuer. Il sortit ensuite une pierre rouge de sa poche, activa un sort et utilisa la magie noire pour éliminer les structures. Il lança ensuite un rayon d'extinction qui détruisit une partie de l'académie ainsi que les ennemis. Après l'attaque, Glenn s'effondra, le visage pâle et le sang coulant de sa bouche. Il expliqua qu'il avait forcé son corps à lancer un sort au-delà de ses limites. Néanmoins, Glenn se releva et dit qu'il devait fuir. À cet instant, le chef des envahisseurs apparut, stupéfait qu'un mage de 3e ordre ait utilisé un rayon d'extinction et vaincu ses alliés. Glenn vit plusieurs épées magiques l'entourer et dit à Sixteen qu'elle pouvait les neutraliser avec un sort d'annulation. Sixteen doutait de ses propres capacités, car elle avait dépensé presque toute son énergie. Comprenant cela, Glenn poussa Sixteen et la projeta vers les arbres, le laissant seul face à l'ennemi. Il expliqua qu'il pouvait utiliser le sort du monde des tricheurs pour annuler la magie, mais qu'il ne pouvait pas annuler la magie déjà active. L'ennemi commença à l'attaquer avec ses épées et parvint à le blesser gravement à la poitrine. Glenn chercha un moyen de faire face à ses épées magiques et tenta d'utiliser un sort, mais l'ennemi l'annula avant qu'il ne puisse s'activer. Le chef, se moquant de sa lenteur à réciter, utilisa le sort à la place. Glenn contre-attaqua alors avec une lance de lumière, mais l'ennemi parvint à l'esquiver au dernier moment et reconnut l'intelligence de Glenn. Il lui dit qu'il aurait le choix entre deux morts rapides. Glenn répondit qu'il n'était qu'un mage temporaire. L'ennemi attaqua de nouveau avec ses épées, transperçant le corps de Glenn au moment même où il récitait le sort d'annulation. L'ennemi prétendit que Glenn n'aurait pas assez de puissance pour activer la magie, mais fut surpris par Sixteen, qui revint et utilisa le sort d'annulation pour neutraliser les épées. Glenn s'empara alors d'une des épées et courut vers le chef. Lorsque l'ennemi tenta de réactiver les épées, Glenn utilisa l'arcane du trickster pour annuler toute magie autour de lui et transperça le corps du chef avec l'épée, le terrassant. Lorsque Sixteen s'approcha, Glenn fut surpris d'avoir compris pourquoi il l'avait poussé plus tôt et admit qu'il était sûr à 70% qu'elle ne comprendrait pas. Tandis qu'il marchait, Sixteen l'avertit qu'il ne pourrait pas se battre dans cet état. Glenn tomba de douleur et Sixteen lui prit la main,
essayant de panser ses blessures. À cet instant, Glenn se souvint de l'époque où il voulait devenir mage de la justice et avait eu des visions de son passé avant de perdre connaissance. Quelque temps plus tard, Glenn se réveilla et vit Sistine endormie à ses côtés. Celica appela et rapporta que les circuits de téléportation étaient fermés et que la barrière magique de l'académie avait été activée pour empêcher toute fuite. Elle demanda où étaient les autres envahisseurs. Glenn se leva et expliqua que les circuits n'étaient pas fermés, mais qu'ils étaient en cours de réécriture pour permettre aux ennemis de s'échapper. Il demanda où se trouvait le circuit le plus proche, et Celica répondit qu'il faudrait une demi-journée pour l'atteindre. Glenn expliqua alors que ce délai était déjà écoulé. Glenn regarda Sistine et la remercia d'être à ses côtés et de l'avoir aidé. Pendant ce temps, Rumia, piégée dans la tour de l'académie, fut surprise de l'invasion de Glenn. Là se trouvait le responsable de tout ce qui s'était passé jusqu'alors. Le cerveau du complot interrompit Glenn et annonça qu'il avait réussi à mettre son plan à exécution. Il restait 10 minutes avant que le circuit de téléportation ne soit réécrit. Rumia serait transférée à l'organisation et laisserait son pouvoir magique consumer son âme pour générer une force de la nature et faire exploser l'académie entière. Glenn fut choqué d'entendre Rumia appeler Ruey, lui demandant d'arrêter. Ruey expliqua qu'il était une bombe humaine, infiltrée dans l'académie des années auparavant, attendant le bon moment. Il laissa Glenn choisir entre désactiver le circuit ou attendre l'explosion, lui rappelant que, dans tous les cas, Glenn n'aurait aucun moyen de le vaincre. Ruey retira alors ses gants, se mordit le bras jusqu'au sang et utilisa le sang pour écrire sur le cercle de transition, essayant de le désactiver. Mais Hugh expliqua qu'il n'avait réussi à séparer qu'une seule des 5 couches du cercle. Glenn répéta le même processus pour chaque couche, mais Rumia tenta de l'en empêcher, l'avertissant qu'il mourrait s'il continuait à utiliser la magie sans cesse. Glenn expliqua qu'il avait toujours rêvé de devenir un mage de la justice et que cela lui était égal de mourir à ce moment-là, refusant de fuir ou d'abandonner. Arrivé à la dernière couche du cercle, il se mit à cracher du sang jusqu'à perdre toute force, et continua de ramper vers le centre. Cependant, il perdit connaissance avant d'avoir terminé le sort. Rumia s'approcha alors, retira sa main de la zone d'interférence du cercle et utilisa ses pouvoirs de guérison pour le rétablir, lui annonçant qu'il avait gagné en refusant de se rendre. Glenn se réveilla et sentit une soudaine augmentation d'énergie, réalisant que Rumia était un mage amplificateur, capable d'intensifier le pouvoir des autres mages d'un simple contact. Reprenant ses forces, Glenn parvint enfin à neutraliser le cercle et à empêcher le transport et l'explosion. Hugh comprit qu'il avait déjà perdu et se demanda s'il devait mourir en suivant les ordres de l'organisation ou en leur désobéissant. Glenn s'approcha de lui et lui dit qu'il paierait pour ses crimes, puis serra le poing et le frappa violemment. Quelque temps plus tard, Sixtine atteignit le sommet de la tour où il séjournait et trouva Hugh allongé sur le sol, Glenn dans les bras de Rumia. Glenn lui fit signe de se taire pour ne pas le réveiller. Quelques jours après l'incident, Glenn songea que Rumia était en réalité la princesse Armiana, supposément morte de maladie 3 ans plus tôt. Celica expliqua que personne n'était au courant, sauf elle et le directeur. Elle demanda alors pourquoi Glenn avait décidé de continuer à enseigner à l'académie, même après avoir initialement refusé le poste. Voyant Rumia et Sixtine lui faire signe d'en bas, Glenn expliqua qu'il avait décidé de rester pour voir ce qu'il pouvait accomplir, et aussi pour perdre du temps. Quelques jours après l'attaque des envahisseurs, le commandant de la garde impériale, Xelius, se rendit dans la chambre de la reine Alicia pour discuter de sa visite à l'académie de magie d'Alzano. Xelius déclara qu'il serait responsable de sa protection pendant son séjour. Alors qu'il s'apprêtait à commenter la présence de la princesse Armiana à l'académie, la reine l'interrompit et lui dit qu'elle le savait déjà. Elle fit remarquer qu'après 3 ans, Armiana la détestait probablement, mais que peu importait qu'elle mène une vie paisible et tranquille. Pendant ce temps, Glenn se rendit au bureau du directeur et demanda une avance ou une allocation, car il était fauché et mourait de faim. Celica répondit qu'il récoltait ce qu'il avait semé par sa négligence et sa paresse au début de l'année scolaire, ce qu'il contestait. Le directeur suggéra alors qu'il pourrait recevoir une prime spéciale si sa classe participait à un concours de magie la semaine suivante et le gagnait. Glenn trouva l'idée intéressante. À l'époque, Sistine et Rumia essayaient de recruter des élèves pour le concours, mais personne ne voulait y participer, estimant n'avoir aucune chance de gagner. Soudain, Glenn entra avec assurance dans la salle et déclara qu'il pouvait convaincre les élèves de participer. Sistine était frustré, pensant qu'il ne ferait qu'empirer les choses. Glenn prit ensuite la liste des participants et déclara qu'il les ferait gagner tous les matchs. Il assigna les tâches de combat, expliquant que les combats les plus riches seraient remportés par Sistine, Gible et Cash, tandis que Rumia participerait au test de défense mentale. L'étudiante Wendy s'opposa à ce qu'on lui demande de déchiffrer des symboles. Glenn justifia sa décision en affirmant qu'elle était maladroite et lente, mais qu'elle connaissait les sorts et qu'elle pouvait gagner beaucoup de points en les déchiffrant rapidement, ce qui la convainquit. Sistine remarqua que Glenn observait attentivement les élèves et leur avait assigné des tâches en fonction de leurs capacités et de leur tempérament. Elle reconnut que, malgré son air maladroit et paresseux, il faisait preuve de qualité pédagogique. Sistine se leva alors et suggéra que seuls les meilleurs élèves participent à toutes les épreuves,
comme le faisaient les autres départements. Glenn désapprouva et affirma qu'il serait préférable que tout le monde participe pour acquérir de l'expérience. Cependant, il se sentait mal à l'aise d'avoir rejeté l'idée de Sistine et soutenu Gible. Après avoir quitté la salle, Glenn réfléchit au fait que les autres départements n'utiliseraient que les meilleurs élèves. Regardant par la fenêtre, il vit des élèves se battre dans la cour du gymnase. Il s'approcha pour calmer la situation, mais le professeur Harry apparut, se plaça devant Glenn et lui demanda si sa classe s'entraînait également pour la compétition. Harry affirma avec assurance qu'il n'avait d'autre choix que de gagner tant qu'il les devançait, et demanda à Glenn et à ses élèves de libérer l'espace. Harry demanda alors si Glenn avait réellement l'intention d'inscrire tous les élèves de sa classe au concours et qualifia ses élèves de gêne pour les autres départements en raison de leur faible niveau. Glenn le prévint de ne pas sous-estimer ses élèves, car il pourrait être surpris par leur défaite. Glenn défia alors Harry, pariant 3 mois de salaire sur la victoire de sa classe. Il réalisa bientôt qu'il avait exagéré et que cela pourrait le ruiner. Harry accepta le défi, pariant également 3 mois de salaire sur ses propres élèves. Glenn songea à abandonner le pari, mais Sistine interrompit la discussion et déclara à Harry qu'il n'avait aucun droit de revendiquer la zone d'entraînement, menaçant de porter l'affaire devant les autorités de l'académie. Elle promit qu'ils feraient tout leur possible pour remporter le concours. Harry partit avec ses élèves, promettant qu'il leur ferait regretter de l'avoir provoqué. Sistine encouragea ses camarades à faire de leur mieux, et Glenn passa les jours suivants à entraîner les élèves, leur enseignant des sorts et des compétences, faisant des recherches et révisant des livres avec eux. La veille de la compétition, Rumia était dans sa chambre et sortit un collier de sa poche. En le touchant, elle se souvint de moments passés où elle était entourée de cadavres, et où le magicien de la justice apparut pour la calmer, lui promettant qu'il serait à ses côtés et la protégerait. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de Sistine, qui annonça que le dîner était prêt et demanda ce que Rumia cachait derrière son dos. Rumia changea de sujet, annonçant que le concours commencerait le lendemain et qu'ils devraient faire de leur mieux en présence de la reine. Le lendemain, la reine Alicia était en route pour Alzano. Sa servante remarqua qu'elle semblait ravie de retrouver sa fille Armiana. Elle lui remit alors un nouveau collier à pendentif bleu. À son arrivée à l'Empire, la reine annonça le début du concours de magie, sous les applaudissements. Glenn sentit son estomac se vider tandis qu'il applaudissait, affamé. Rumia remarqua que sa mère ne portait pas le collier à leur photo et fut un peu déçue. Les élèves de Glenn avaient obtenu la 3e place au premier match. Cela enthousiasma les autres, convaincus qu'ils pourraient réussir s'ils suivaient les instructions du professeur. Cependant, un élève de la classe de Harry, nommé Kraz, arriva et dit qu'ils avaient de la chance d'avoir terminé 3e. Harry s'approcha et commenta sarcastiquement que ce serait un bon souvenir. Les élèves de Glenn répondirent qu'ils gagneraient et ne laisseraient pas l'autre classe les surpasser, bien que Glenn fût inquiet. Pendant ce temps, Celica appréciait le combat aux côtés d'Alicia. Elle demanda si Glenn l'avait vraiment impressionné. Alicia répondit qu'il était un homme ordinaire, mais qu'il faisait toujours des choses inattendues. En coulisses, un garde murmura quelque chose à l'oreille de Zelius. Les élèves de la classe de Glenn continuèrent à bien performer dans les autres combats, ce qui l'impressionna. Glenn pensait obtenir le bonus, jusqu'à l'épreuve de défense mentale. Une élève d'un autre département, nommée Gale, prévint Rumia qu'elle devait abandonner, car il ne la supportait pas. Rumia répondit qu'elle essaierait d'obtenir un score aussi élevé que ses camarades pour que son département atteigne la 2e place. Glenn et Sistine regardèrent le combat depuis les tribunes, accompagnés de Jebel, qui critiqua Glenn d'avoir fait passer Rumia à cette épreuve, la traitant de bouc émissaire. Glenn répondit que Rumia réussirait grâce à sa stabilité émotionnelle. Le comte Zess se présenta devant les élèves en tant que juge et annonça qu'il commencerait par la compétence « Sommeil ». Les élèves lancèrent des sorts pour bloquer l'hypnose, et Rumia passa au tour suivant. Au 2e tour, Zess utilisa sa capacité de distorsion mentale. L'une des élèves ne put résister et fut éliminée. Rumia résista jusqu'au bout, ne laissant qu'elle et Gale, la championne de l'année précédente. Zess décida d'utiliser la capacité de perturber l'esprit, l'un des sorts les plus dangereux, qui provoque la perte de connaissance. Après l'avoir lancé, elle fut surprise de constater que toutes deux résistaient. Gale exprima son admiration pour la résistance de Rumia et lui demanda pourquoi elle n'abandonnait pas. Rumia répondit qu'elle ne pouvait pas perdre, car Glenn avait dit qu'ils gagneraient tous ensemble et qu'ils se battaient pour un objectif commun. Gale traita Glenn de professeur idiot et lui demanda s'il était le chef de son département. Rumia répondit que c'était un professeur amusant. Zess augmenta alors la puissance du sort pour mettre fin à la compétition. Lorsqu'elle maîtrisa le sort, Rumia tomba à genoux. Zess lui demanda si elle voulait abandonner. Rumia faillit dire qu'elle résisterait, mais Glenn interrompit l'épreuve et déclara son retrait. Rumia fut surprise par la décision et voulut continuer, mais Glenn la retint et lui dit qu'elle avait fait du bon travail, même si elle affrontait le mauvais adversaire. Sistine les rejoignit et leur dit qu'il était inutile de continuer si elle souffrait. Rumia déclara qu'elle avait apprécié le combat et qu'elle se sentait capable de se battre pour tous. Le narrateur alla interviewer Gale, mais fut choqué de le voir inconscient. Cela signifiait que Rumia avait remporté le test de défense mentale, même si elle s'était retirée après l'avoir réussi. À l'annonce de la victoire, Sistine serra Rumia dans ses bras et célébra avec elle. Alicia,
observant de loin, était heureuse de voir Rumia souriante et entourée de bons amis. Celica lui suggéra d'aller parler à sa fille, mais Alicia lui répondit que l'avoir abandonnée ne la changerait pas, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Glenn était parmi ses élèves, célébrant la victoire. De loin, un jeune homme et une jeune fille observaient la scène avec attention. Glenn et sa classe étaient déjà deuxièmes du concours. Ils continuèrent à participer au match suivant, et le visage de Glenn trahissait la fatigue due au rythme intense. Les deux observateurs, Albert et Rel, reconnurent Glenn. Rel voulut aller lui parler, mais Albert l'en empêcha, lui rappelant qu'ils avaient une mission à accomplir, enquêter sur la garde impériale suite à des signalements d'activités suspectes. Pendant la pause déjeuner, les élèves se reposaient tandis que Glenn, fauché et affamé, se promenait dans le parc. Lors d'une promenade, Lynn s'approcha et demanda à échanger les épreuves avec une autre élève. Glenn demanda à laquelle elle souhaitait participer, et Lynn répondit qu'elle aimait la magie de transformation. Glenn expliqua que la compétition était comme un festival et que le plus important était de s'amuser. Il passa rapidement en revue le sort d'auto-illusion avec elle, lui expliquant qu'elle pouvait se transformer en n'importe quoi tant qu'elle avait une image fixe en tête. Glenn lui demanda en quoi elle voulait se transformer, et Lynn répondit qu'elle voulait se transformer en l'ange du temps Letilika. Glenn lui suggéra d'utiliser un ouvrage de référence, de faire de son mieux et de ne pas s'inquiéter si elle perdait. Après le départ de Lynn, Sistine s'approcha d'elle, pensant qu'elle était son amie Rumia, et lui demanda si elle pouvait déjeuner ensemble. Glenn, voyant la nourriture devant lui, fit de son mieux pour résister à la tentation de la piéger. Mais Glenn prit la nourriture de Sistine et tenta de se convaincre qu'il n'en mangerait rien. Il feignit la surprise de voir deux versions de lui-même, tandis que Sistine utilisait un sort pour annuler la transformation et révéler sa véritable identité. Lorsqu'elle comprit que c'était Glenn, elle l'attaqua avant qu'il ne puisse s'échapper. Après cela, Glenn fut projeté en l'air et s'écrasa contre les arbres sous l'attaque de Sistine. Il s'assit sur un banc, ne pensant qu'à la nourriture, jusqu'à ce que Rumia apparaisse avec des encas. Dès que Glenn vit la nourriture, ses yeux s'illuminèrent de bonheur et il dévora les sandwichs à la hâte. Glenn lui demanda si elle avait préparé les encas, et Rumia répondit qu'elle n'était pas une bonne cuisinière, mais qu'elle garderait le secret auprès de celui qui avait préparé le repas, car celui-ci s'était battu avec le destinataire initial et avait manqué l'occasion de le livrer. Rumia préférait ne pas gaspiller la nourriture. Glenn se sentit un peu frustré d'être un substitut de poubelle, de manger quelque chose qui n'avait plus de valeur pour les autres, mais il persévéra jusqu'à ce qu'il ait tout fini et remercia Rumia pour son partage. À ce moment-là, la reine Alicia apparut et demanda à lui parler en privé. Glenn ne réalisa pas que la reine lui parlait, et répondit qu'il serait occupé après son déjeuner. Cependant, Rumia et lui furent surpris de la voir de si près. Pendant ce temps, celui la cherchait après avoir remarqué sa disparition et demanda à l'un des gardes de la localiser. Ailleurs, Celica se moquait de l'inquiétude des gardes impériaux envers la reine, après l'avoir cachée grâce à la magie. Puis, Éléonore, la servante de la reine, s'approcha de Celica et lui demanda de discuter de certaines affaires en l'absence d'Alicia. Elle murmura qu'elle avait placé un collier maudit autour du cou de la reine, activé pour qu'elle sacrifie sa vie au nom de la mission des chercheurs de la sagesse divine. Celica fut surprise de constater qu'Éléonore faisait partie de l'organisation. Pendant ce temps, Glenn était agenouillé devant la reine Alicia, qui lui demanda de se lever, car elle voulait s'excuser de l'avoir honteusement expulsé du corps des mages, malgré tout son dévouement à l'Empire. Glenn, gêné, déclara avoir démissionné de son plein gré, car il détestait son travail. Il se qualifia d'échec et lui demanda de ne pas se soumettre à quelqu'un comme lui. Glenn lui demanda alors pourquoi elle était venue ici sans serviteur ni garde. Alicia regarda Rumia et l'appela par son vrai nom, Hermiana, puis s'approcha pour lui demander comment se passait sa vie avec la famille Vible. Rumia se fit passer pour quelqu'un d'autre et répondit qu'elle s'appelait Rumia Tingle et qu'Hermiana était décédée depuis longtemps. Frustrée par la réaction de sa fille, Alicia s'excusa de l'avoir mise dans cette situation embarrassante, puis s'éloigna rapidement. En partant, Alicia comprit qu'Hermiana ne l'accepterait pas comme elle l'avait imaginé. Avant de partir, elle demanda à Glenn de prendre soin d'elle. À son retour, Alicia rencontra Cello en chemin, mais fut surprise de voir les gardes l'encercler, l'épée levée. Cello lui dit qu'il la protégerait un moment. Pendant ce temps, Albert observait la situation grâce à son pouvoir spécial et vit les gardes emmener la reine. Rel suggéra d'attaquer de front pour la sauver. Pendant ce temps, les élèves continuaient leur compétition de magie et progressaient, mais Glenn était distrait par le passé d'Hermiana après avoir vu son pouvoir spécial en action. Ses pensées furent interrompues par Sistine, qui lui demanda où se trouvait Rumia, car elle n'était pas encore revenue. Glenn lui raconta ce qui s'était passé et ajouta qu'elle avait probablement besoin d'un peu de solitude. Il décida alors de partir à sa recherche et demanda à Sistine de veiller sur les autres élèves jusqu'à son retour. Rumia était assise seule, tenant le collier qu'elle portait en souvenir de sa mère, lorsqu'elle fut interrompue par la voix de Glenn, qui remarqua que le médaillon était vide. Glenn lui dit qu'il connaissait déjà la vérité sur elle et sa relation avec Alicia. Rumia expliqua qu'elle savait pourquoi sa mère l'avait abandonnée,
la considérant comme une créature maudite, l'incarnation du mal et un danger pour la famille royale. Elle estimait donc qu'il était nécessaire qu'il la renvoie. Malgré cela, elle se sentait blessée et ne pouvait pardonner à Alicia. Rumia expliqua également qu'elle avait le sentiment de trahir la famille Sixtine, qu'il avait recueillie, si elle pardonnait à la reine. Glenn partagea sa vision des êtres humains, affirmant que chacun est blessé et regrette ses décisions. En parlant à Rumia, il se souvint de son propre passé et lui suggéra de prendre ses décisions en fonction de ses véritables sentiments. Il lui demanda ensuite ce qu'elle souhaitait vraiment faire. Rumia répondit qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle ressentait. Glenn expliqua que des années auparavant, il avait servi comme mage dans l'armée impériale et que, de par sa position, il avait souvent vu la reine, remarquant qu'elle portait toujours un collier semblable à celui de Rumia. La reine lui avait demandé de l'accompagner lors d'une visite. Leur conversation fut interrompue lorsque la garde impériale apparut et encercla Rumia, brandissant ses épées et l'accusant de complot visant à assassiner la reine Alicia. Ils la condamnèrent à mort pour trahison envers la famille royale. Glenn se plaça entre Rumia et les gardes et exigea des preuves, affirmant qu'elle ne pouvait être exécutée sans procès. L'un des gardes répondit que l'ordre venait directement de la reine et avertit Glenn que s'il ne livrait pas Rumia, il serait exécuté pour trahison. Rumia accepta la demande des gardes et surprit Glenn par sa décision. Elle dit qu'elle voulait partir car elle se sentait coupable d'avoir trahi la reine et leur demanda de laisser Glenn tranquille. Alors que Glenn tentait de parler, l'un des gardes le frappa avec la poignée de son épée, le faisant perdre connaissance. Les gardes emmenèrent alors Rumia derrière un arbre. L'un d'eux lui demanda de fermer les yeux et de rester immobile, afin de ne pas prolonger ses souffrances et de ne pas mourir d'un seul coup. Rumia obéit, pensant qu'elle avait toujours attendu ce moment et qu'il l'achèverait. Elle supposa que la reine était venue la voir une dernière fois avant d'ordonner sa mort. Lorsque Rumia ouvrit les yeux et vit Glenn debout, elle devint furieuse et lui demanda pourquoi il l'avait sauvée. Glenn répondit que Sixtine serait furieuse s'il l'abandonnait et que la reine ne pouvait l'éliminer sans procès. Glenn la souleva alors et utilisa son pouvoir pour sauter sur le toit du tunnel et échapper à la vue des gardes. Glenn décida de retrouver la reine et envisagea d'infiltrer les gardes, mais réalisa ensuite qu'il n'était peut-être pas nécessaire de l'affronter directement. Il se cacha dans une ruelle et appela Celica à l'aide. Cependant, il fut surpris par sa réponse, affirmant qu'elle ne pouvait rien dire ni faire. Glenn demanda pourquoi la garde impériale était hors de contrôle et pourquoi la reine avait ordonné l'exécution de Rumia. Celica, assise à côté de la reine et entourée des gardes, déclara qu'il était le seul capable de changer la situation et lui demanda de trouver un moyen de se présenter devant la reine. Après avoir raccroché, Glenn conclut que la situation était trop grave pour qu'il puisse la gérer seul, surtout en présence du commandant de la garde. À cet instant, il fut surpris par l'arrivée d'Albert et de Rel. En le voyant, Rel s'avança avec son épée et tenta de l'attaquer. Glenn et Rumia réussirent à l'esquiver. Rel s'empara de ce qui restait de l'épée plantée dans le sol et, constatant qu'elle était brisée, utilisa son pouvoir magique pour en invoquer une autre. Glenn tenta de l'arrêter avec l'élément glace, mais elle esquiva toutes ses attaques. Glenn fut surpris lorsque Rel et Albert exécutèrent une attaque conjointe. Cependant, le coup d'Albert visait Rel, l'empêchant de le blesser. Rumia demanda qui ils étaient, et Glenn répondit qu'il s'agissait d'Albert et de Rel, d'anciens collègues de l'époque où ils servaient dans l'armée impériale. Albert s'approcha et raconta que la garde impériale avait encerclé la reine et Celica dans le but d'éliminer la princesse Armiana. Glenn demanda pourquoi ils en avaient après Rumia. Albert expliqua qu'il avait un plan pour infiltrer les gardes. Rel suggéra d'attaquer de front, mais Glenn s'y opposa et lui rapporta les explications de Celica, affirmant qu'il parierait sur elle pour le moment. Pendant ce temps, la compétition magique continuait, et les élèves de Glenn étaient découragés de perdre du terrain sans lui. Albert et Rel apparurent devant les élèves, vêtus de leurs habits officiels, et se présentèrent comme des amis de Glenn. Ils affirmèrent qu'à sa demande, il prendrait temporairement la tête de la classe, car il était occupé par une affaire urgente. Sistine décida de leur faire confiance et leur demanda de mener la classe à la victoire. Elle encouragea ses camarades à gagner en l'absence de Glenn afin qu'ils ne se moquent pas d'eux en cas de défaite. Pendant ce temps, Harry pensait que ses chances de victoire avaient augmenté avec l'absence de Glenn. Pour assurer la victoire à ses élèves, il devait remporter le round suivant. Lorsque le combat de transformation commença, Sita, l'une des élèves de Harry, se transforma en un énorme dragon rouge et obtint un score élevé devant Lynn, terrifié à l'idée de perdre. Albert s'approcha de Lynn et tenta de l'encourager en reprenant les mots que Glenn avait prononcés auparavant. Lynn entra dans l'arène, ferma les yeux, concentré, et réussit à se transformer en Letiika, l'ange du temps, marquant plus de points que Sita. Harry était furieux que ses élèves aient perdu le round. Au fil du temps, la classe de Glenn atteignit la première place au total des points. Seule la bataille finale restait à disputer la victoire. Pendant ce temps, Glenn courait sur les toits, Rumia dans les bras. Cello, stupéfait que les gardes ne puissent contenir un seul mage, leur ordonna de retrouver la princesse et de l'éliminer. Au même moment, le combat décisif impliquant Sistine commença. Les deux départements étant à égalité, c'était à elle de décider de l'issue. Sistine affronta un Kel, qui l'attaqua avec un mur de feu. Elle se releva,
se souvenant de la confiance d'Albert et de Rel, ainsi que du soutien de ses camarades. Puis, utilisant la compétence tempête de vent, elle projeta un quai hors de l'arène et remporta le combat, assurant ainsi la victoire de son département lors de la compétition de cette année-là. Tous ses camarades se rassemblèrent autour d'elle pour célébrer. Pendant ce temps, Glenn et Rumia continuèrent de fuir jusqu'à se retrouver coincés dans une ruelle. La cérémonie de remise des prix du concours de magie commença, et Albert et Rel montèrent sur scène pour recevoir leurs médailles. Ils s'approchèrent de la reine, et Celica comprit que c'était le plan de Glenn pour briser le siège des gardes. Zélos et les autres furent stupéfaits de voir que les personnes présentes devant la reine étaient Glenn et Rumia, qui avaient déjoué le sort de déguisement. Zélos ordonna aux gardes de les attaquer, mais Celica forma une immense barrière, les empêchant d'approcher. Glenn, Rumia, Celica, Celo et la reine étant séparés des autres, Glenn accusa Celo d'utiliser le nom de la reine pour tenter d'éliminer Rumia et demanda à Alicia d'ordonner la fin des violences. Celo déclara qu'il allait finalement se suicider, affirmant que la reine, pilier de l'Empire, devait être protégée à tout prix. Glenn et Rumia furent surpris lorsque la reine ordonna à Celo de placer l'épée sur le cou de Rumia. Rumia fut choquée par les paroles dures d'Alicia, qui lui dit qu'elle la haïssait et regrettait de l'avoir mise au monde. Celo leva son épée vers Rumia. Glenn trouva l'attitude de la reine et le silence de Celica étrange. En regardant Alicia, il la soupçonna d'agir contre sa volonté. Glenn se souvint des paroles de Celica, affirmant que lui seul pouvait changer cette situation. Glenn s'enquit alors du collier que portait la reine et demanda si elle souhaitait le retirer. Alicia nia vouloir le retirer. À cet instant, Glenn courut vers elle. Celo l'attaqua et le renversa. Lorsque Celo tenta de le frapper, Alicia arracha le collier et le jeta. Glenn saisit l'occasion et donna un coup de pied à Celo, le repoussant. Le collier se brisa alors sous ses yeux. Il comprit qu'il s'agissait d'un sortilège activé qui se terminait par la mort de celui qui le portait. Lorsque Celo demanda pourquoi le sortilège n'avait pas été activé, Glenn sortit l'arcane du trickster de sa poche et affirma qu'il avait annulé toute magie dans les lieux où il se trouvait. Glenn demanda alors à la reine d'arrêter de mentir, montrant le collier brisé, et Alicia courut vers Rumia, la serra dans ses bras et lui demanda pardon. Dès que la barrière qui les entourait fut levée, les gardes s'approchèrent de la reine pour assurer sa sécurité, sous le regard surpris de tous. Albert et Rel coincèrent Eleanor dans une ruelle et lui demandèrent d'expliquer pourquoi elle tentait d'éliminer la princesse Armiana. Eleanor utilisa la capacité des archives akashiques pour s'échapper avant que Rel ne l'attaque et ne la capture. Ils retournèrent ensuite voir Glenn et lui dévoilèrent les commanditaires. Glenn soupçonnait d'autres membres de l'organisation secrète en cavale, alors Albert et Rel décidèrent d'agir immédiatement. Avant de partir, Rel dit à Glenn qu'il réglerait leur compte la prochaine fois. Ce soir-là, Celica rencontra la reine avant le match. Alicia lui demanda de prendre soin de Rumia et se dit heureuse de voir sa fille la remercier, même légèrement. Pendant ce temps, Rumia raconta à Glenn ce qui s'était passé entre elle et sa mère et se dit heureuse d'avoir pu se confier. Elle demanda ensuite à Glenn comment il savait qu'elle mentait lorsqu'elle disait la détester. Glenn répondit que 3 ans plus tôt, lors de son enlèvement, la reine l'avait supplié de la retrouver, pleurant si fort qu'il était impossible que ses sentiments soient faux. Après cela, Glenn décida de se joindre à la fête avec les élèves, célébrant leur victoire et distribuant des cadeaux en guise de récompense, car il avait reçu une prime et 3 salaires mensuels. Cependant, il fut choqué de voir les élèves ivres après avoir mangé plusieurs gâteaux à la levure et fut encore plus surpris lorsque le propriétaire du restaurant lui tendit l'addition, qui était exactement du même montant que la prime et les 3 salaires mensuels qu'il avait reçus. Quelques jours plus tard, Glenn entraînait Sistine dans une forêt, la nuit. Sistine lui demanda s'il s'entraînait au combat au corps à corps. Glenn expliqua que cela l'aiderait à améliorer son sens de l'attaque et de la défense en combat magique, et qu'il lui enseignerait la magie militaire une fois qu'elle maîtriserait le combat rapproché. Lorsqu'il comprit qu'elle avait peur d'apprendre les arts martiaux, il lui dit qu'elle aurait besoin de force pour protéger Rome si nécessaire, et que cela la protégerait du côté obscur de la magie. Sistine se sentit motivée et lui demanda de continuer à l'encourager. Le lendemain, en route pour l'académie, Sistine et Rumia trouvèrent Glenn assis au bord de la fontaine, somnole. Elles pensèrent toutes deux qu'il avait passé la nuit à s'inquiéter pour Rumia, mais Glenn nia. Leur conversation fut interrompue par une attaque soudaine de Riel par derrière, mais Glenn réussit à attraper son épée au dernier moment et lui demanda si elle essayait de le tuer. Riel répondit que c'était une salutation, comme Albert le lui avait recommandé chaque fois qu'elle rencontrait un ancien camarade. Sixtine se souvint qu'elle était la même fille qui avait dirigé sa division dans le concours de magie, avec Albert. Lorsqu'ils remarquèrent que Riel portait l'uniforme de l'académie, Glenn comprit que l'Empire l'avait nommée tutrice officielle de Rome, déguisée en nouvelle élève. Leur surprise fut encore plus grande lorsque Riel exprima son désir de protéger Glenn plutôt que Rumia. Glenn lui demanda de ne rien dire d'étrange et lui ordonna de ne révéler sa véritable identité à personne, sous aucun prétexte. Après cela, tout le monde se dirigea vers l'académie et Glenn présenta Riel aux autres élèves comme une nouvelle élève. Lorsqu'on lui demanda de se présenter, Riel faillit révéler qui elle était vraiment,
mais Glenn l'interrompit et murmura ce qu'elle devait dire. Lorsqu'un des élèves lui demanda quel genre de relation elle entretenait avec Glenn, elle répondit de manière inattendue, laissant croire à une relation amoureuse. Pendant l'entraînement, Riel se plaça devant la cible et tenta d'utiliser le sortilège de l'onde de choc, mais échoua à plusieurs reprises. Sixtine se demanda si elle avait vraiment servi dans l'armée impériale avec une telle performance. Glenn s'approcha d'elle et lui demanda s'il y avait un problème. Riel voulait savoir si elle devait utiliser le rayon de choc pendant cet entraînement. Glenn expliqua que c'était le seul sort autorisé pour les attaques à distance entre élèves, mais il affirma qu'elle n'en avait pas besoin et lui rappela que la magie militaire était interdite. Riel invoqua alors son immense épée par magie, la lança avec force sur la cible et réussit à l'atteindre parfaitement, laissant tous ses camarades impressionnés. Glenn réalisa qu'elle était devenue la personne la plus dangereuse du département. Plus tard, Riel, Sistine et Rumia se rendirent ensemble à la cafétéria de l'académie. En la voyant manger, les autres élèves furent stupéfaits qu'une si petite fille puisse manier une épée géante et détruire une cible d'entraînement avec une telle force. Pendant ce temps, Glenn était à la bibliothèque et parlait à Celica de la décision de l'armée d'assigner Riel à la protection de Rumia. Glenn dit qu'il espérait que Riel apprendrait à s'adapter à la vie en communauté pendant son séjour à l'académie. Peu après, les étudiants partirent en excursion, sous la supervision de Glenn, vers l'île de Cénérea, pour faire une pause dans leurs études et profiter de la plage et de la mer chaude. Arrivés au port, certains étudiants s'arrêtèrent devant une boutique où un vendeur essayait de vendre ses marchandises. Mais Glenn leur demanda de l'ignorer, affirmant qu'il avait déjà été découvert et qu'il était inutile de se déguiser. Albert retira alors sa cape et révéla qu'il était le véritable garde chargé de protéger et de surveiller Rumia à distance, tandis que la présence de Riel à ses côtés n'était qu'une distraction. Lorsque Glenn lui demanda pourquoi il voulait parler, Albert répondit que c'était pour garder un œil sur Riel, car ils savaient tous deux à quel point elle pouvait être dangereuse. Pendant ce temps, Riel restait constamment aux côtés de Rumia et Sistine. Après cela, ils partirent tous les trois en excursion en bateau, mais Glenn souffrait du mal de mer et pouvait à peine se tenir debout à leur arrivée sur l'île. Sistine suggéra d'aller ailleurs, mais Glenn insista. Rumia soupçonna qu'il voulait les distraire de la magie militaire du laboratoire de chimie, mais Glenn répondit qu'il voulait simplement voir les étudiants en maillot de bain. Plus tard, Glenn s'allongea sur le sable pour se reposer, tandis que les autres jouaient et nageaient sur le rivage. Il vit Gible assis seul, en train de lire un livre, et lui demanda pourquoi il était si sérieux. Gible répondit qu'il n'était pas venu pour jouer. Leur conversation fut interrompue par Sistine, Rumia et Riel, qui les invita à jouer au volleyball. Gible se joignit à la partie avec un autre élève contre Sistine et Riel, et ils continuèrent à jouer jusqu'en fin d'après-midi. Ce soir-là, les garçons projetèrent d'envahir le dortoir des filles, mais Glenn les en empêcha. Ne voulant pas abandonner, ils décidèrent de l'attaquer pour se frayer un chemin et déclenchèrent une bagarre dehors, sous les yeux de Riel, Sistine et Rumia, qui les observaient depuis le balcon. Riel fit remarquer qu'elle n'avait jamais vu Glenn s'amuser autant, car il était plus triste autrefois, et qu'elle décida donc de rester à ses côtés pour le protéger. Les autres filles interrompirent leur conversation et invitèrent tout le monde à jouer à l'intérieur du dortoir. Rumia et Sistine furent soulagés de voir Riel rejoindre les autres. Après cela, Glenn s'assit seul sur la plage. Plus tard, il remarqua que Riel, Rumia et Sistine étaient tout près, observant les étoiles et les météores. C'est à ce moment-là que Riel comprit, pour la première fois, ce qu'était l'amitié. Ils continuèrent à jouer ensemble dans l'eau, tandis que Glenn, assis sous un arbre, observait attentivement la scène. Au petit matin, alors que tout le monde dormait, Glenn remarqua que Riel était encore éveillé. Elle s'approcha de lui et lui demanda pourquoi il était parti. Glenn répondit qu'il regrettait, et Riel dit qu'elle ne savait pas quoi faire de sa vie sans lui. Glenn fit remarquer qu'elle semblait s'être bien amusée avec Sistine et Rumia plus tôt, et qu'elle pouvait vivre comme une étudiante normale à l'académie. Riel rétorqua qu'elle ne vivait que grâce à lui. Glenn affirma que ce n'était pas vrai et que son frère voulait qu'elle poursuive son propre bonheur. Riel demanda alors ce qu'il y avait de mal à penser ainsi et à se battre pour le protéger. Elle s'enfuit ensuite après avoir dit qu'elle détestait Sistine et Rumia pour lui avoir enlevé Glenn. Glenn se dit que malgré tous ses efforts, les choses ne se passaient jamais comme il le souhaitait. Le lendemain matin, les étudiants commencèrent leur voyage vers le laboratoire de recherche. Riel était distraite pendant que Sistine et Rumia lui parlaient, jusqu'à ce qu'elle trébuche. Lorsqu'elles tentèrent de l'aider, Riel répondit qu'elle les détestait et ne voulait pas qu'elle s'approche d'elle. Rumia lui demanda pourquoi elle détestait être avec elle. Glenn expliqua que Riel était un peu secoué par une déclaration de la veille, et que ce n'était pas de leur faute. À leur arrivée au laboratoire de recherche, ils furent accueillis par le directeur, Parks Blumen. Les étudiants se détendirent dans le jardin, tandis que Riel restait à l'écart. Parks leur fit ensuite visiter le laboratoire et leur expliqua que celui-ci combinait chimie et magie blanche dans ses projets. Ils visitèrent la salle des spécimens de recherche et découvrirent divers animaux et plantes utilisés dans des expériences pour créer des créatures chimériques. Rumia se demanda s'il était juste de manipuler la vie d'autres créatures. Sistine acquiesça, affirmant qu'exagérer dans ce domaine pouvait transformer quelqu'un en sorcier maléfique. Lorsque Rumia évoqua l'historique de ses recherches,
Parks interrompit la conversation et complimenta Sistine pour ses connaissances historiques. Glenn l'interrompit et expliqua que le projet de résurrection du laboratoire impliquait la création d'un corps basé sur la chimie, en utilisant le code génétique d'une personne, un code astral et un éther transformateur. Parks a expliqué que l'idée était de combiner des clones pour créer une copie de la personne d'il y a peu. Glenn a ensuite commenté que ce type de recherche avait été abandonné car il nécessitait la mort de plusieurs personnes pour en ramener une à la vie, ce qui était inacceptable. Parks a acquiescé et a déclaré qu'en fin de compte, ils n'étaient que des humains et n'avaient pas le droit de décider qui vit ou qui meurt. Parks lui raconta que des rumeurs circulaient selon lesquelles l'organisation secrète avait volé le projet de recherche et l'avait mené à bien. Curieuse, Sistine demanda ce qui serait nécessaire pour mener à bien le projet de réanimation. Parks répondit qu'en plus des 3 éléments, la magie originelle serait nécessaire, bien que les chances que cela se produise soient extrêmement faibles, car le projet nécessitait quelque chose qui rendrait l'impossible possible. Pendant la nuit, Rumia continua d'observer Rel de loin, isolée de tout le monde toute la journée. Sistine tenta de l'approcher et l'invita à déjeuner avec elle près du laboratoire, mais Rel refusa et partit devant elle. Glenn s'approcha de Rel et lui dit qu'elle devait arrêter de pleurer. Rel repoussa sa main et s'enfuit, commençant à croire que Sistine et Rumia lui avaient enlevé Glenn. Elle courut vers la plage et pleura seule. Pendant ce temps, Glenn expliqua à Sistine et Rumia que, malgré son apparence, Rel était encore une enfant et leur demanda d'être patient avec son comportement. Rumia déclara qu'elle ne haïrait jamais Rel, sous aucun prétexte, et Sistine décida de la poursuivre. Glenn lui répondit qu'il le ferait lui-même en tant que son professeur. Rel continua de pleurer jusqu'à ce qu'elle soit surprise par l'apparition de son frère, à ses côtés. De loin, Albert observa et comprit qu'il s'agissait d'un piège tendu par l'organisation secrète. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner, il réalisa qu'il était suivi. C'est alors qu'Eleanor apparut derrière les arbres. Albert l'attaqua, mais elle esquiva et se tint sur une branche. Il déclara savoir qu'il complotait quelque chose avec Rumia et promit d'éliminer tous les membres de l'organisation. Les 2 hommes commencèrent à se battre en utilisant leurs pouvoirs, mettant le feu à une grande partie de la forêt. Eleanor invoqua des esprits zombies pour attaquer Albert, qui réagit en invoquant la foudre pour étourdir les esprits autour de lui. Eleanor admit qu'il était bien plus fort qu'elle ne l'imaginait. Elle utilisa alors un pouvoir spécial pour régénérer son propre corps. Albert réalisa qu'elle était d'un niveau différent des mages maléfiques qu'il avait affrontés auparavant, et que s'il la capturait, il obtiendrait un avantage important pour l'Empire. Pendant ce temps, Sistine et Rumia étaient dans leur chambre. Pensant à Rel, Sistine se souvenait du jour où elles étaient allées à la plage ensemble et croyait que Rel ne mentait pas lorsqu'elle disait vouloir être leur amie. Elle décida d'aller faire les courses avant le retour de Glenn et Rel. Rel fut bouleversée par la présence de son frère, tué par l'organisation sous ses yeux. Il affirma cependant être encore en vie et demanda de l'aide pour se libérer de son travail au sein de l'organisation. Il expliqua que pour cela, il faudrait que Rel livre Rumia, trompant ainsi la protection de Glenn. Rel fut choqué par cette demande, car cela signifiait trahir Glenn, Sistine et Rumia. Alors qu'il tentait de la convaincre, Glenn accourut, lui demanda de s'écarter et se plaça entre elle et son frère, prenant la relique magique dans sa poche. Il demanda l'aide de Rel pour capturer son frère, mais à sa grande surprise, Rel le poignarda dans le dos. Lorsqu'il se tourna vers elle, elle lui dit au revoir et retira l'épée de son corps, laissant Glenn saigner abondamment. Rel dit qu'à partir de ce moment, elle vivrait pour son frère. Le combat entre Albert et Eleanor faisait toujours rage dans la forêt lorsqu'Albert aperçut, grâce à sa magie, Glenn étendu ensanglanté devant Rel et son frère. Eleanor s'enfuit grâce à son pouvoir, et Albert retourna observer la situation avec son œil magique. Il vit Rel ramasser son épée et se diriger rapidement vers l'auberge. Sixtine revint du marché avec de quoi nourrir Glenn. En entrant dans la pièce, elle fut surprise de voir Rumia étendue sur le sol, couverte de sang, tandis que Rel se tenait au-dessus d'elle, son épée à la main et ses vêtements tachés. Rel affirma que Rumia était toujours en vie. Lorsque Sixtine s'enquit de Glenn, Rel répondit froidement qu'elle l'avait tué. Puis elle ajouta qu'elle était désormais du côté de l'organisation secrète et qu'elle emmènerait Rumia avec elle. Furieuse, Sixtine menaça de l'attaquer si elle faisait un pas de plus. Rel se leva et la défia. Sixtine hésita, se figea et commença à imaginer l'avenir si Rumia et Glenn mouraient, se remémorant également le passé qu'elle avait partagé avec eux. Voyant qu'elle ne réagirait pas, Rel prit Rumia dans ses bras et quitta la pièce. Sixtine tenta de se justifier en affirmant qu'elle n'avait pas attaqué pour ne pas aggraver l'état de Rumia ni provoquer la mort de Rel, mais elle finit par accepter qu'en réalité, elle avait peur et ne pouvait rien faire. Albert entra dans la pièce en portant Glenn sur ses épaules. Il le déposa sur le lit et lui dit qu'il était encore en vie, mais à l'article de la mort, et qu'il avait un besoin urgent de magie de guérison. Elle demanda de l'aide à Sixtine. Elle pleurait désespérément, tenant le bras de Glenn, mais Albert lui dit que pleurer ne lui sauverait pas la vie. Elle se calma et demanda ce qu'il fallait faire. Albert expliqua qu'il devrait effectuer un rituel de magie blanche, utilisant leur énergie spirituelle à tous les deux. Il remarqua que Glenn avait cessé de respirer,
mais que son pouls était encore faible. Il demanda à Sistine de le maintenir en vie par le bouche à bouche jusqu'au début du rituel. Puis, elle se coupa le doigt et commença à dessiner des sorts sur le sol de la pièce. Sistine s'approcha et souffla de l'air sur Glenn. Pendant ce temps, Rumia se réveilla dans un endroit inconnu, les mains liées. Rel et son frère apparurent et dirent qu'ils avaient besoin d'elle pour quelque chose d'important. Lorsqu'elle s'enquit de Glenn, elle ne comprit pas immédiatement que son frère avait dit que Rel l'avait tué. Rumia demanda pourquoi elle avait fait cela, et Rel répondit que si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait jamais compris le véritable but de sa vie. Puis elle se souvint de sa première rencontre avec Glenn, perdu dans une tempête de neige. Pendant ce temps, Glenn se réveilla dans la chambre de Rumia et Sistine et vit Albert assis près du lit. Sistine dormait, épuisée. Albert dit à Glenn de la remercier, car sans elle, le rituel n'aurait pas fonctionné. L'énergie spirituelle de Sistine avait été essentielle, et il pouvait désormais compter sur elle pour sauver Rumia. Après avoir expliqué la situation, Glenn se mit en colère contre la trahison de Rel. Albert raconta qu'il l'avait mis en garde contre elle et lui avait révélé que le laboratoire de chimie blanche était soupçonné de recevoir un soutien financier de l'organisation secrète, et que Parks, le directeur, avait des liens directs avec eux. Glenn lui demanda pourquoi il ne le lui avait pas dit plus tôt, lors de leur rencontre au port de l'île, et accusa Albert d'avoir utilisé Rumia comme appât. Il dit qu'il ne lui pardonnerait jamais si elle s'impliquait davantage à cause de cela. Albert promit d'éliminer elle si elle se mettait en travers de son chemin et dit regretter d'avoir obéi aux ordres de ses supérieurs. Glenn suggéra d'essayer de la ramener en dissipant le malentendu. Albert doutait qu'elle l'écoute en présence de son frère, mais Glenn dit qu'il essaierait, même par la force. Albert affirma que la véritable raison de la trahison était l'abandon de Glenn par le passé, lorsqu'il s'était enfui et avait quitté ses compagnons. Il frappa ensuite Glenn et lui dit qu'il lui pardonnait sa disparition. Il lui tendit ensuite une arme et déclara que la priorité était de sauver Rumia, même si cela impliquait d'éliminer Rel. Rumia souffrit dans la cachette de l'organisation, tandis que Parks célébrait l'avancement de son projet. Il déclara que sa participation était un honneur et affirma que si elle pensait que les membres de l'organisation étaient mauvais, ceux de la famille royale l'étaient encore plus. Albert et Glenn atteignirent la cachette grâce à un sort qu'Albert avait précédemment lancé sur Rumia, leur permettant de la localiser. Il avait également lancé un autre sort sur Eleanor pendant le combat. Lorsqu'Eleanor remarqua la magie et vit que Glenn et Albert avaient envahi la cachette, Parks décida de les accueillir en envoyant une de ses créatures. Un lion géant à 4 yeux apparut devant eux, mais Albert utilisa la magie du feu et le détruisit facilement. Parks fut furieux lorsqu'il réalisa qu'ils avaient vaincu son monstre. Pendant ce temps, Sistine était toujours dans sa chambre, se préparant à partir, lorsque Lynn et sa collègue entrèrent, inquiètes, désireuses d'en savoir plus sur Rumia. Sistine ne put rien dire. S'attendant à d'autres ennuis, Glenn et Albert avancèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un autre monstre géant qui tenta de les attaquer. Ils reculèrent, et Albert créa une barrière magique, tandis que Glenn jetait un sort et vainquit la créature d'un seul coup. Parks fut stupéfait par leur force et ne comprenait pas comment un simple professeur de magie pouvait être aussi puissant. Eleanor se tourna alors vers Rel et son frère et dit qu'il était temps pour Rel de prendre le contrôle. ChatGPT dit, pendant ce temps, Sistine retrouva ses collègues à l'auberge et leur raconta tout ce qui s'était passé, essayant de les rassurer en leur promettant que Glenn prendrait la situation en main. Malgré cela, ses collègues étaient divisés. Un groupe pensait qu'il valait mieux aller l'aider plutôt que de rester les bras croisés, tandis que l'autre groupe pensait qu'il valait mieux faire confiance à Glenn pour tout résoudre seul. Glenn et Albert atteignirent un point où ils se sentirent proches de l'endroit où Rumia était retenue. C'est alors qu'ils trouvèrent Park debout dans le couloir, comme s'il les avait attendus, et il lâcha un autre monstre au passage. Albert demanda à Glenn de passer devant, car il serait chargé d'affronter la créature. Glenn courut dans le couloir et laissa le combat à Albert, qui se retrouva seul face au monstre. Pendant ce temps, Sistine essayait toujours de convaincre ses collègues que la meilleure décision était de faire confiance à Glenn. Elle leur expliqua que s'ils s'unissaient, ils feraient plus de mal que de bien, et leur demanda de se fier à son jugement. Finalement, ses collègues acceptèrent sa décision. Ailleurs, Rel et son frère se tenaient devant l'appareil presque terminé. Le frère de Rel lui demanda si elle pouvait vaincre Glenn et Albert, et elle répondit que c'était le but de sa vie. Il lui demanda ensuite si elle avait son mot à dire sur le fait de mettre la vie de Rumia en danger. Rel lui demanda simplement de ne pas s'approcher. Son frère insista pour qu'elle élimine Glenn une fois de plus. Rel invoqua son épée, et Glenn lui demanda si elle avait vraiment l'intention de se battre. Il tenta de la prévenir que l'organisation la trompait, que son frère était mort depuis 2 ans et que les morts ne ressuscitaient pas. Pourtant, elle ne le crut pas. Glenn comprit qu'elle ne l'écoutait pas et conclut que la seule option était de l'affronter. Rel s'approcha et commença à l'attaquer avec son épée. Glenn esquiva les coups, pensant que c'était entièrement sa faute de ne jamais lui avoir dit la vérité et de s'être enfui sans l'emmener avec lui. Il essaya de la forcer à l'écouter, mais Rel continua d'attaquer. Rumia tenta d'intervenir, lui demandant de se souvenir des moments passés ensemble sur la plage et précisant qu'elle les considérait toujours, elle et Sistine, comme ses amis. Rel hésita un instant, touché par ce souvenir. Mais son frère lui demanda alors si elle l'aimait vraiment.
Rel répondit que son frère était tout pour elle et qu'elle avait décidé de ne vivre que pour lui. Alors que Rel s'apprêtait à attaquer Glenn une fois de plus, il profita de la distance qui les séparait, dégaina son arme et tira. Puis, il commença à la provoquer, affirmant qu'il voulait se rapprocher de son frère et lui demanda son nom. Rel fut surprise par la question et se demanda pourquoi il voulait le savoir maintenant. Glenn répondit qu'il reculerait si elle pouvait lui révéler le nom de son frère. Rel essaya de se souvenir, mais ressentait une vive douleur à la tête à chaque fois qu'elle essayait de prononcer le nom, ce qui l'inquiétait. Son frère tenta de la rassurer, lui disant que le nom n'avait aucune importance et que cela ne changerait rien au fait qu'il était son frère. Glenn profita de ce moment de confusion pour lui lancer l'arme, forçant Rel à lâcher l'épée. Il courut et l'immobilisa avec un sort de gravité. Furieux, le frère de Rel ordonna à Glenn de s'éloigner. Glenn tira alors sur le dispositif de projection derrière lui, désactivant l'effet qui liait Rumia. Il chargea alors le frère de Rel, le frappa et le dénonça comme un imposteur. À cet instant, Rel se souvint que son vrai frère s'appelait Cheyenne. Cheyenne commença également à se remémorer son passé avec Rel, révélant qu'elle avait été l'une des victimes du projet de réanimation. Il avait créé un clone humain avec l'aide d'un homme nommé René et d'une fille nommée Alucia, et décida de la nommer Rel. Cependant, Cheyenne s'opposait à la poursuite du projet et tenta de quitter l'organisation. Mais René le surprit et le poignarda. Alors qu'Alucia tentait de s'échapper, elle fut également attaquée par René. Rel se souvint de la vérité lorsqu'il entendit ce que René avait dit à Glenn. René révéla que Cheyenne avait trahi l'organisation 2 ans plus tôt et avait dénoncé leurs activités aux mages de l'armée impériale. Glenn expliqua qu'il était le mage à qui Cheyenne l'avait dénoncé et qu'il se souvenait du plan de Cheyenne pour détruire le projet. Cheyenne avait demandé à Glenn de sauver René et Alucia, mais après l'entretien, Glenn perdit contact avec lui et, en s'introduisant dans le laboratoire, le trouva mort, ainsi qu'Alucia, qui avait tenté de s'échapper. Glenn décida donc de protéger Rel, qui avait hérité du code astral et des souvenirs d'Alucia. René, quant à lui, pensait avoir modifié les souvenirs de Rel à son profit. Il la traita de déchet et déclara qu'il n'avait plus besoin d'elle. Furieux, Glenn attaqua René avec une lance éclair, mais fut arrêté par 3 clones de Rel apparus devant lui pour le protéger. René se leva et déclara que Glenn ne pourrait le vaincre tant que les clones seraient là, car il leur avait dépouillé toutes leurs émotions et les avait transformés en marionnettes. Puis il leur ordonna d'attaquer Glenn. Les copies avancèrent toutes en même temps, et l'une d'elles se dirigea vers la Rel originale pour la tuer. Glenn se précipita pour l'arrêter et réussit à repousser la copie avant qu'elle ne frappe Rel à la tête avec son épée. Rel fut surprise de voir que Glenn la protégeait, malgré tout ce qui s'était passé. Glenn lui dit que lui et les autres membres de l'académie ne la voyaient pas comme une marionnette, et que si elle l'était vraiment, elle n'aurait pas cette expression. Il lui dit qu'elle devait vivre pour une cause valable et qu'elle ne devait pas se laisser emporter par ses propres pensées. Rel prit alors son épée et décida de détruire ses copies. René, surpris par son attitude, tenta d'utiliser sa magie, mais Glenn l'en empêcha avec l'aide d'Arcana le Trickster. Après cela, Glenn pointa son arme sur la tête de René et demanda à Rumia de fermer les yeux pour qu'elle ne voie pas ce qui allait se passer. René, paniqué, supplia de ne pas mourir, mais Glenn appuya quand même sur la détente. René réalisa bientôt que l'arme était déchargée et que Glenn bluffait. Glenn lui dit qu'il ne ferait jamais cela et le prévint de ne plus jamais toucher à ses élèves. Puis il lui assena un dernier coup de poing. Pendant ce temps, Albert combattait toujours le monstre dans le couloir et continuait de torturer la créature jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendres. Après avoir sauvé Rumia, Glenn revint avec Rel et Albert. Ils furent accueillis par Sistine et les autres élèves. Rel inclina la tête devant Sistine, qui la serra dans ses bras et se mit à pleurer. Plus tard, ils allèrent tous jouer au volleyball sur la plage de l'île. Glenn et Albert observaient la scène de loin. Albert remarqua que Sistine ressemblait beaucoup à Sierra Silver, et Glenn observa attentivement son visage tandis qu'elle plaisantait avec ses camarades de classe. Pendant ce temps, Eleanor, dans un lieu inconnu, parlait au chef de l'organisation de Rumia et du projet de résurrection, qui avait échoué avec la défaite de Park. Le chef leur ordonna d'observer la situation en silence pour l'instant. Après le voyage à Cénérea, Rel invita Sistine et Rumia à dîner chez sa famille. Leurs parents accueillirent Rel chaleureusement. Sistine remarqua qu'elle était un peu timide, et sa mère leur demanda de s'occuper de la maison pendant qu'elle et son père partiraient pour la capitale le lendemain. Après le dîner, toutes les trois s'assirent sur le porche. Rel voulut s'excuser pour ce qui s'était passé et les remercia de l'avoir accepté malgré tout. Elles la serrèrent dans leurs bras pour la réconforter, et elle leur dit qu'elle les considérait toutes les deux comme ses meilleures amies. Le lendemain, Sistine retrouva Celica à la bibliothèque de l'académie après l'avoir aidé à ramasser un livre tombé par terre. Elle lut le titre, qui parlait du château céleste Melgalo, et demanda si son grand-père était un érudit célèbre. Sixtine lui répondit qu'elle souhaitait exaucer son souhait, même si elle n'en était pas certaine. Celica l'encouragea par quelques mots et lui dit de faire de son mieux avant de partir. Après cela, Celica entra dans une pièce de la bibliothèque et s'approcha d'un tableau qui ressemblait à une carte des lieux, avec l'intention de se rendre dans le labyrinthe souterrain. Pendant ce temps, Sistine retrouva Glenn dans la bibliothèque et fut surprise de le voir là,
car cet endroit ne lui convenait pas. Glenn expliqua qu'il voulait la remercier de l'avoir sauvée de la mort ce jour-là. Sistine rougit en se souvenant du moment où elle lui avait prodigué les premiers soins. Lorsque Rel et Rumia les rejoignirent, Rumia pensa que Glenn avait fait pleurer Sistine, ce qui rendit Rel furieuse. Elle invoqua son épée pour attaquer Glenn. Glenn tenta d'expliquer ce qui s'était passé, mais Rel le poursuivit avec son arme, et il s'enfuit lâchement jusqu'à être expulsé de la bibliothèque. Dehors, il faillit être renversé par une calèche, mais le propriétaire utilisa la magie du vent pour l'écarter des chevaux. L'homme descendit de la calèche et trouva Sistine, surprise par sa présence. Glenn lui demanda qui il était, et l'homme se présenta comme étant le professeur Liam Cletus, invité par l'Académie comme professeur temporaire, ainsi que le fiancé de Sistine. Tout le monde fut choqué d'apprendre que Sistine était fiancée. Sistine interrogea alors Liam à ce sujet, et il se souvint qu'il s'était promis de se marier enfant. Glenn s'approcha et dit que sortir avec Sistine, c'était comme creuser sa propre tombe. Liam lui demanda de ne pas insulter sa future épouse. Sistine tenta d'apaiser la situation en affirmant que Glenn plaisantait. Liam réalisa alors qu'il s'agissait du célèbre Glenn, le professeur dont il avait déjà entendu parler. Glenn fut surpris d'être déjà connu de Liam, qui raconta avoir entendu des commentaires à son sujet à l'Académie Cletus, où il enseignait, et qu'il le considérait comme un professeur rare en raison de sa méthode d'enseignement. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, Monsieur Harry se réjouissait qu'un professeur prestigieux comme Léos soit venu répondre à l'appel de l'école pour remplacer le directeur en congé maladie. Celica se demanda pourquoi l'Académie engageait quelqu'un de son calibre et trouva étrange qu'il ait été choisi. Harry lui demanda si elle craignait que Léos ne fasse de l'ombre à son élève, Glenn. Dans la cour, Léos déclara son amour à Sixtine devant les élèves, ce qui l'a mis dans l'embarras. Glenn dit ironiquement que Léos avait des goûts trop étranges pour tomber amoureux d'elle et suggéra de l'inviter au mariage. Sistine, irritée, le chassa d'un coup de vent. Plus tard, Léos termina le cours de Glenn et fut applaudi. Ralph dormit sur l'épaule de Sistine. Glenn observait tout depuis le fond de la classe et admirait la façon dont Léos avait enseigné la théorie de la force physique, facilitant la compréhension des élèves, même si le sujet était avancé pour ce niveau. Rumia se tourna vers Glenn et lui fit remarquer qu'elle comprenait maintenant pourquoi il leur avait conseillé de réfléchir à la véritable signification de la force et d'utiliser la magie consciemment. Glenn répondit qu'en réalité, il était simplement jaloux, car Léos s'était révélé un meilleur professeur qu'il ne l'avait imaginé. Après cela, Léos s'approcha de Sistine et lui demanda son avis sincère sur le cours, car elle était connue pour faire pleurer les professeurs dès ses premiers cours. Lorsque Sistine qualifia le cours d'excellent, Léos sentit qu'il avait surmonté le premier obstacle qui l'empêchait de devenir un mari digne de lui. Il l'invita à se promener dans le jardin de l'Académie, prétextant qu'il souhaitait discuter de quelque chose. Tandis qu'il marchait, Glenn, Rumia et Rel les observaient de loin. Glenn se demandait pourquoi Rumia tenait tant à ce qu'il espionne un moment romantique. Durant la promenade, Léos demanda si marcher ensemble rappelait le passé à Sistine et dit qu'il pensait que leur relation se renforcerait avec le temps. Il se confessa alors et demanda Sistine en mariage. Glenn réagit avec enthousiasme, tandis que Rumia sentit que quelque chose clochait. Sistine refusa la demande. Léos demanda pourquoi, et Sistine expliqua qu'elle avait promis à son grand-père qu'un jour elle découvrirait le secret du château céleste et que, pour y parvenir, elle devait étudier la magie avec assiduité. Léos rit de l'idée, disant que c'était de la fantaisie, et affirma que son grand-père aurait marqué l'histoire de la magie s'il n'avait pas gaspillé sa vie à chercher le passé. Au lieu de cela, il demanda à Sistine de le soutenir dans sa spécialité. Sistine refusa, prétextant qu'elle aussi nourrissait des rêves et qu'elle n'y renoncerait pas. Léos déclara qu'il ne voulait pas la voir gâcher sa vie. À ce moment-là, Glenn surgit de derrière les buissons et l'accusa de mentir, affirmant que chacun devait suivre sa propre voie. Léos répondit que cela ne le regardait pas, mais fut surpris d'entendre Sistine répondre par l'affirmative, puisqu'elle et Glenn étaient amants et s'étaient promis de partager leur avenir. Glenn fut surpris par cette déclaration, mais il comprit le mensonge et décida de jouer le jeu pour provoquer encore plus Léos. Ce dernier refusa d'y croire, affirmant qu'il était impossible que Sixtine aime quelqu'un d'aussi inutile, et jura qu'il le ferait regretter à Glenn. Glenn retira ses gants et les lança à Léos, le provoquant en duel. Léos accepta, prétextant qu'il discuterait du lieu et de l'heure plus tard, puis quitta la salle. Après cela, Glenn retourna en classe et raconta aux élèves ce qui s'était passé. Il leur dit qu'il envisageait de transformer sa fausse relation avec Sixtine en une relation réelle, afin d'épouser une fille riche et de vivre dans le luxe sans avoir à travailler. Il leur demanda de s'entraîner dur pour rivaliser avec la classe de Léos et gagner. Il promit de ne pas les oublier une fois riches. Ce soir-là, Glenn alla au bar retrouver Albert. Lorsqu'il raconta l'histoire, Albert le traita de crapule pour s'être battu pour une fille pour de l'argent alors qu'il ne l'aimait pas. Glenn ignora le commentaire, persuadé que cela vaudrait la peine d'arrêter de travailler. Il demanda alors à Albert pourquoi il voulait parler. Albert révéla qu'il avait des informations sur la contrebande de poussière d'ange au sein de l'Empire. Glenn fut choqué, pensant que la méthode de fabrication avait été détruite l'année précédente. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit,
Albert refusa d'enquêter sur l'affaire et demanda à Glenn de rester lui aussi en dehors de l'affaire, s'interrogeant sur la signification de la mort de Sarah si cette substance existait encore. Glenn répondit qu'il ne voulait pas que cette tragédie se reproduise et qu'il voyait encore Sarah et Sixtine dans ses pensées. Après avoir quitté le bar, Glenn arpenta les rues la nuit, se souvenant de Sarah, de son admiration pour son rêve de devenir mage de la justice, et se demandant peut-être s'il souhaitait réaliser ce rêve. Il faillit promettre de la protéger, mais se ravisa. Pendant ce temps, Léo s'était assis dans une calèche avec un mystérieux individu, qui affirma que tout s'était déroulé comme prévu après que Glenn l'eût défié et lui eût demandé de le vaincre pour lui. Le jour du duel tant attendu entre Glenn et Léos, Harry, agissant comme surveillant, demanda aux élèves de suivre les instructions des professeurs. Le duel durerait 3 heures et l'équipe gagnante serait celle qui s'emparerait du territoire adverse. Furieux que Glenn ait utilisé la classe pour se battre pour une fille, Harry demanda à Léos de lui donner une leçon. L'arbitre annonça le début du combat. Dès que les équipes furent en position, Léos attaqua directement l'équipe de Glenn, éliminant 2 élèves. L'équipe de Léos utilisa une stratégie en trio, se déployant sur de vastes zones pour contrôler le combat. Tous les professeurs observèrent attentivement et crurent que Léos allait gagner. Les équipes échangèrent des sorts, mais l'équipe de Glenn prit l'avantage au corps à corps. Les professeurs furent surpris de voir que Glenn avait divisé ses élèves en paires, ce qu'ils considéraient comme un affront à la tradition de l'académie. Harry expliqua que Glenn utiliserait n'importe quelle méthode pour gagner. Léos ordonna à son équipe de battre en retraite et de passer aux attaques à distance. Cependant, une partie de son équipe affrontait elle seule, qui semblait invincible. Il ordonna donc à tout le monde de se diriger vers la forêt, où il utiliserait une tactique spéciale pour gagner une fois pour toutes. Cependant, lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée, ils trouvèrent Glenn riant avec arrogance et leur barrant le passage. Il les provoqua et s'enfuit dans la forêt. Les élèves de Léos, excités, suivirent Glenn, mais découvrirent qu'il avait tendu des pièges pour les abattre et les provoquer à chaque élimination. Au bout de 3 heures, aucune équipe n'avait réussi à atteindre l'objectif, et Harry déclara l'égalité. Glenn félicita son équipe pour sa bonne performance. Léos, de son côté, la réprimanda pour ne pas avoir suivi ses ordres. Glenn s'approcha de lui et lui dit qu'il s'y prenait mal avec les élèves et que l'échec de l'équipe était la faute du chef. Léos retira son gant et défia Glenn en duel, affirmant qu'il ne renoncerait à Sistine que s'il parvenait à la convaincre de l'épouser et d'abandonner sa quête du château céleste. Glenn accepta le défi, mais Sistine les interrompit, affirmant que ce n'était pas un sujet de duel pour eux deux. Elle réprimanda Glenn pour ses coups bas. Glenn annonça alors à Léos qu'il se battrait le lendemain matin, au fond de l'académie, en duel en tête-à-tête. Sistine s'approcha de lui, le gifla, lui dit qu'elle le détestait et s'en alla en trombe. Plus tard, sur le chemin du retour, Sistine parla de Glenn à Rumia et se demanda comment il pouvait la voir comme un moyen de s'enrichir. Rumia dit que Glenn n'était pas ce genre de personne et qu'il devait y avoir une raison derrière le combat contre Léos. Elle décida de parler à Glenn et de lui confier le ressentiment qu'elle éprouvait envers Léos, le même qu'elle avait éprouvé par le passé envers Parks. Pendant ce temps, Albert se trouvait avec des membres de l'armée impériale devant le corps d'une personne accro à la poussière d'ange. Il rapporta que c'était le 5e cas qu'il recevait en peu de temps. Léos revint en colère contre Glenn, le persuadant d'être un mage de 3e ordre et de ne jamais être un adversaire digne de ce nom. Il jura de le vaincre afin de conquérir Sistine, de donner l'avantage à sa famille sur la sienne et d'assurer sa position de futur chef. Cette nuit-là, Glenn pensa qu'il devait vaincre Léos à tout prix, car il n'avait aucune intention de perdre. Sistine apparut après l'avoir entendu parler tout seul et lui demanda pourquoi il avait provoqué Léos en duel. Glenn prétendit qu'il avait agi ainsi pour devenir riche et ne plus jamais avoir à travailler. Devant le silence de Sistine, il lui fit remarquer qu'elle ressemblait beaucoup à Sarah, puis lui raconta son histoire, son amour pour la magie et son désir de devenir un mage de la justice. Il avoua avoir peur de la réalité de la magie du sang et la détester, mais Sarah était la seule raison pour laquelle il poursuivait son rêve. Lorsque Sarah mourut dans ses bras lors d'une mission, il décida d'abandonner la magie, se retrouva au chômage et s'isola chez lui. Glenn expliqua qu'il ne savait pas exactement pourquoi il voulait combattre Léos, peut-être parce qu'il voyait Sistine travailler si dur pour son rêve, ou parce qu'il voulait se racheter auprès de Sarah en protégeant les rêves de Sistine. Sistine comprit qu'il agissait par sentiment personnel. Elle commenta alors qu'elle se sentait insignifiante devant son grand-père et que plus elle s'intéressait à la magie, plus elle perdait confiance. Elle regarda Glenn et dit que quelqu'un soutenait son rêve par émotion personnelle, alors elle devrait continuer à se battre. Glenn réalisa encore plus à quel point Sistine ressemblait à Sarah. Léos interrompit la conversation et traita Glenn de lâche pour avoir utilisé sa triste histoire pour gagner la sympathie de Sistine. Léos affirma qu'il savait ce que Glenn avait fait dans l'armée impériale, en tant que chercheur en magie militaire. Glenn l'avertit de partir et de ne plus rien dire. Léos affirma que Glenn n'avait aucun droit de vivre dans la lumière avec des mains tachées de sang. Glenn répondit que s'il continuait à parler,
il n'aurait pas à attendre le lendemain pour se battre. Léos demanda à Glenn de reprendre son ancien poste au sein des forces spéciales de la division 0 de l'armée magique impériale. Glenn décida de l'attaquer et utilisa Arcane le trickster pour briser sa magie. Cependant, il fut surpris de constater que Léos pouvait aussi combattre à la manière de l'armée impériale. Léos le renversa et révéla qu'il pouvait invoquer des créatures talpa. Il invoqua des épées ailées et attaqua Glenn, incapable d'esquiver ou de bloquer. Arcane le trickster ne put rien faire contre Léos, car il utilisait son imagination amplifiée au lieu de sorts traditionnels. Léos s'approcha et demanda à Glenn de prendre le combat du lendemain au sérieux. Glenn se leva et partit sans rien dire. Lorsque Sistine tenta de le suivre, Léos la saisit par la main et la redemanda en mariage. Il lui expliqua qu'elle n'avait pas le droit de refuser et la menaça de révéler la véritable identité de Rumia, car de nombreuses organisations souhaitaient l'utiliser pour des expériences. Le lendemain, la nouvelle se répandit parmi les étudiants que Sistine avait accepté la demande en mariage de Léos et que le mariage aurait lieu une semaine plus tard. Nombreux furent ceux qui furent perturbés par l'absence de Glenn, tant de la bataille que de l'académie. Lorsque Sistine entra en classe, ses camarades l'interrogèrent sur la vérité concernant son mariage avec Léos et son rêve de devenir archéologue. Sistine répondit que ce n'était qu'un rêve. Léos apparut et l'emmena à une réunion sur le mariage, à la surprise générale. Après leur départ, Rel dit à Rumia qu'elle croyait que Léos était l'ennemi et voulait se joindre à elle pour l'affronter. Rumia l'arrêta et lui dit qu'elle avait tout révélé à Glenn, qui répondit qu'il réglerait le problème avant de disparaître. Une semaine plus tard, Rumia et Rel attendaient Sistine devant la classe et admiraient la beauté de sa robe de mariée. Lorsque Rumia tenta de lui poser une question, Sistine les envoya dans la salle de bal et resta seule, pleurant après avoir fermé la porte. La cérémonie commença et Sistine accepta d'épouser Léos devant tout le monde. Cependant, avant le baiser, Glenn envahit la salle et s'opposa au mariage, lançant des gaz lacrymogènes, prenant Sistine dans ses bras et s'enfuyant. Après s'être éloignée, Sistine déclara qu'elle voulait épouser Léos. Glenn répondit qu'il était au courant de la menace pesant sur l'identité de Rumia. Elle lui demanda où il était depuis tout ce temps, et il répondit qu'il devait trouver un moyen de la ramener et de vaincre Léos. Il décida donc de l'attirer là où il aurait un avantage. Glenn raconta qu'elle croyait que Léos l'aimait tellement qu'il était prêt à commettre des folies, comme la menacer ou la forcer à l'épouser. Sistine raconta qu'elle avait compris ce jour-là que Léos ne l'aimait pas, car il se montrait froid et cruel. À ce moment-là, ils furent interrompus par un groupe de personnes sous l'influence de la drogue Angel Dust, armés de haches et d'autres armes. Certains d'entre eux envahirent la pièce où se trouvait Rel. Alors qu'elle s'apprêtait à attaquer, elle fut surprise par Albert et le reste de l'armée de magiciens, qui lui demandèrent d'aider les étudiants à s'échapper pendant qu'ils s'occupaient des toxicomanes. Glenn dégaina son arme et se posta devant les assaillants, demandant à Sistine de s'enfuir. Sistine refusa de fuir et décida de se battre à ses côtés. Elle fut surprise de constater que certains d'entre eux pouvaient sauter de grandes distances. Glenn leur fit face, prit la main de Sistine et tous deux coururent dans les ruelles, pensant que Léos avait envoyé les assaillants. Il se souvint de la mort de Sarah dans une situation similaire et jura que cela ne se reproduirait plus. Il attaquait quiconque s'approchait d'elle. Après avoir vaincu ses ennemis, Glenn s'approcha de Sistine, mais elle repoussa sa main et demanda à ne pas être touchée. Il lui demanda si elle avait peur de lui, mais Léos apparut, applaudissant et louant le talent de Glenn. Léos se présenta comme étant Gadi Louvain, l'ancien numéro 11, bourreau de l'armée magique impériale. Lorsque Sistine s'enquit de Léos, Gadi révéla qu'il lui avait donné de la drogue pour obéir à ses ordres, mais Léos ne put résister à la dose et mourut. Glenn demanda à Sistine de rester à distance. Gadi accepta, mais menaça de la tuer si elle intervenait dans le combat. Après le départ de Sistine, Glenn comprit que Gadi avait tout manigancé pour l'attirer dans une bataille, prétendant rendre la justice, alors qu'en réalité il voulait éliminer tous les puissants magiciens et les personnages importants de l'Empire. Gadi expliqua que cette fois, tout se déroulerait comme prévu et qu'en obtenant les annales akashiques, il aurait le pouvoir de gouverner les fondements du monde, d'exercer sa justice contre le mal et de ne pas se laisser vaincre par lui comme par le passé. Gadi invoqua des créatures fantomatiques et les lança sur Glenn, qui les détruisit à coups de feu. Il se cacha derrière un mur et apparut à l'improviste, tentant de le toucher d'une balle, mais Gadi l'esquiva. Glenn utilisa la magie de glace, mais Gadi la contra par la magie du feu. Au dernier moment, Glenn profita de la diversion pour l'attaquer avec des bâtons magiques, mais Gadi les attrapa avec ses doigts et le blessa au bras par l'intermédiaire d'une créature fantôme. Gadi lui promit une mort rapide et lui demanda de saluer Sarah. Avant de porter le coup fatal, Gadi fut surpris par une rafale de vent qui l'emporta. Glenn aperçut Sistine debout devant lui. Il lui dit que ce n'était pas sa place, mais elle répondit qu'elle était revenue pour le reprendre avec elle, car elle ne supportait pas de le perdre. Gadi émergea des décombres et Glenn retira sa cape, demandant à Sistine de combattre à ses côtés et promettant de le vaincre afin qu'elle puisse rentrer saine et sauve. Sistine lui demanda de promettre qu'ils retourneraient ensemble auprès des autres. Ils avancèrent vers Gadi, qui, furieux, invoqua plusieurs talpas, mais Glenn et Sistine les vainquirent grâce à leur pouvoir combiné. À leur approche, Sistine utilisa le vent pour propulser Glenn,
qui bondit et frappa Gaddy au visage, l'écrasant contre le mur. Gaddy, réalisant la force du duo et ayant sous-estimé Sistine, invoqua l'incarnation de Dame Justice pour les vaincre une fois pour toutes. Mais il fut surpris de voir la magie de Sistine pénétrer l'entité. Glenn en profita et porta le coup fatal, qui plaqua Gaddy contre les piliers du mur avant qu'il ne tombe, immobile. Glenn s'approcha, et Gaddy déclara qu'il n'avait gagné que grâce à Sistine. Lorsque Glenn se tourna vers elle, il la vit épuisée, sans énergie spirituelle. Gaddy, même vaincu, parvint à contrôler Justia et déclara que l'Empire devait être détruit, car il avait été fondé avec des intentions maléfiques. Il promit de l'affronter à nouveau et disparut. Après avoir confirmé le départ de Gaddy, Glenn porta Sistine sur son dos pour la ramener au groupe.